Chers agripreneurs visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'aimerais te partager sur ce sujet brûlant qui est en train de se passer en ce moment au Moyen-Orient. Tu vois, le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Je dirais même aussi Israël. Les bombardements tels qu'ils sont en train de... Au moment où je parle là, voilà, l'Iran est bombardé, l'Iran aussi riposte. Mais là n'est même pas le problème. Le vrai problème, c'est l'impact que ça va, comme ça va poser sur le plan de l'économie mondiale, sur le plan de la souveraineté de plusieurs pays. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, qu'on voit de très loin. Vous qui êtes en Afrique, vous voyez ça de très loin. Ceux qui sont en Europe se disent que non, c'est une affaire, quoi, des Iraniens, ou c'est une affaire, entre Américains, ou c'est une affaire entre Israéliens. Vous voyez que c'est en train de prendre toute la sous-région, quoi, toute la sous-région. L'Iran aussi est en train de riposter, bombarde, que les partenaires américains, donc l'Arabie Saoudite. Donc, tu entends l'Arabie Saoudite est bombardée. L'Iran bombarde les points stratégiques tels que l'Arabie Saoudite, les raffineries de pétrole. Bombarde, c'est-à-dire que le bombarde même le Dubaï. Qu'est-ce que ça nous inspire tout ça? Pourquoi est-ce que l'Iran bombarde tous ses voisins? L'Iran bombarde tous les voisins tout simplement parce que c'est les partenaires de l'Amérique. J'ai coutume à vous dire ici qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. On peut se poser la question, pourquoi les Américains vont attaquer l'Iran? La raison donnée, c'est parce que l'Iran est en train de préparer l'arme nucléaire. Pourquoi est-ce que l'Iran aussi ne doit pas détenir l'arme nucléaire? J'ai coutume à vous dire ça, que nous sommes dans un monde de rapport de force. Pourquoi il n'y a que certains pays qui peuvent avoir l'arme nucléaire? Et avoir l'arme nucléaire, qu'est-ce que ça confère? Donc tu vois, en termes de puissance, l'arme nucléaire, c'est-à-dire que c'est l'arme de dissuasion massive. C'est cette arme-là qui impose le respect. Comme j'ai coutume à vous dire, nous sommes aujourd'hui dans un monde de rapport de force, que c'est le plus fort qui parle, que pour être respecté, il faut être craint. Si tu veux le respect, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Et donc, c'est l'arme nucléaire qui donne la puissance. Tu vois, t'as dit qu'en Corée du Nord, il est là, il est annoté là-bas, mais personne ne vient le chercher parce qu'il a ça. Donc, l'Iran aussi voulait posséder ça pour pouvoir asseoir sa souveraineté. Parce que chaque nation, t'as dit que réclame la souveraineté. Je suis en train de te dire ça, tu peux te dire, mais Thierry, en quoi ça me concerne? Mais ça va t'impacter directement. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est l'un des pays qui produit le plus de pétrole au monde. L'Iran produit le pétrole. L'Iran produit d'autres terres rares. Et j'ai coutume à te dire ici que l'économie est calquée sur l'énergie, le pétrole, le gaz, les engrais, beaucoup de produits chimiques. C'est pour ça que je t'invite ici à rester attentivement en train d'écouter, parce que lorsque j'interviens, je n'interviens pas pour rien, comme j'ai coutume à te dire, ça avec beaucoup de sagesse. C'est pour ça que je vous interpelle à chaque fois de vous intéresser un peu à la géopolitique. Tu vois que voilà comment la géopolitique vient déstabiliser l'économie mondiale, déstabiliser l'équilibre mondial. Parce que il y en a qui veulent avoir l'hégémonie. L'Amérique veut toujours s'imposer
confirmer que c'est elle la plus forte, en disant de l'Amérique, ou c'est eux les plus forts, et imposer, c'est-à-dire que les règles. Mais est-ce que lorsqu'on va bombarder l'Iran, le message de fond, c'est qu'on vient libérer, c'est-à-dire que les Iraniens, c'est-à-dire que la dictature, on vient sauver le peuple iranien. Vous croyez une seule seconde que c'est parce qu'on vient sauver le peuple iranien? Vous pensez que les Américains n'ont pas mieux à faire? Vous pensez que les citoyens américains sont très à l'aise là où, économiquement, que tout va bien aux États-Unis? Que le gouvernement américain n'a pas mieux à faire que d'aller sauver le peuple iranien? Non, il y a toujours que des conflits d'intérêts. Et ce qui est recherché, c'est le pétrole. Il ne faut pas se voiler les yeux. C'est le pétrole iranien. Parce que les dirigeants qui sont là, depuis plus de presque 50 ans, sont hostiles à la politique américaine. Et ils ne se cachent pas. Et l'Amérique, son économie est basée sur le pétrole, je vais vous dire. Jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas. Tu ne vois pas en quoi ça t'impacte. Mais tu vas commencer à voir l'impact. D'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais alors que je vous prépare à cela depuis pratiquement 5 ans. C'est ça le rôle d'un visionnaire. Un visionnaire voit déjà ce qui va arriver et prévient. Mais le problème, c'est que, comme on a coutume à dire, nous, les prophètes chez soi. Le problème avec nous, les Africains, c'est que nous sommes les Thomas. On veut voir avant de croire. Alors qu'un visionnaire, parce qu'il pense, il sait que ça va arriver. Je vous prépare ça depuis. Ce n'est pas pour rien que, ici sur la chaîne, nous valorisons et nous vulgarisons les produits du terroir. On insiste sur la production, c'est-à-dire que locale, sur les richesses locales. On insiste c'est-à-dire que sur le savoir-faire, c'est-à-dire que local. Qu'on implémente nous-mêmes notre savoir-faire, notre science, notre technologie, avec nos réalités. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit clair, de façon frontale, que le modèle d'agriculture occidentale, industrielle, intensive sur la monoculture des céréales, avec le tracteur, le pétrole, les engrais, les pesticides, les produits chimiques, de l'eau, que vous n'êtes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. Jusque-là, tu ne comprends toujours pas? Nous ne sommes pas prêts à produire comme eux de façon intensive. Parce que c'est une agriculture qu'on n'est pas prêt à faire. Parce que ça demande beaucoup de moyens, c'est contraignant, c'est normé, et que c'est un business généralement qui ne va pas nous profiter. Parce que l'économie mondiale est calquée sur le pétrole, sur les énergies fossiles. Quand le pétrole monte, toutes les spéculations montent. Le transport va coûter cher. Avant même le transport, la production. Un agriculteur occidental, s'il n'a pas le pétrole, il ne peut pas monter son tracteur. Déjà, il faut acheter le tracteur. Le tracteur, ça coûte cher. Il y a des tracteurs qui coûtent 500 000 euros. Les moissonneurs batteuses qui peuvent coûter dans les 600, 1 million d'euros. Un agriculteur, pour pouvoir s'installer, ce n'est pas moins de 1 million, voire 2 millions d'euros. Il faut acheter les pesticides. Il faut acheter les engrais. Il faut acheter les fongicides, les nématicides, les raticides. Et tu vois, tout ça, c'est les dérivés du pétrole. Le pétrole, c'est grâce au pétrole que tu as le goudron, que tu as le plastique, que tu as l'essence, tu as le gasoil. C'est grâce au gaz qu'on a aussi des dérivés comme les engrais. Tu vois, c'est un business. Voilà un combo. Et ça, c'est un système qui est ça. Que c'est un secteur qui est savamment gardé. C'est une chasse gardée d'une élite, d'une minorité de personnes. Et aujourd'hui, la production, la productivité
ne tourne qu'autour de ça, de l'énergie, du pétrole, du gaz, de l'essence, des engrais. Alors, lorsqu'il y a inflation, lorsque le prix du pétrole monte, tous ces produits vont monter. L'agriculteur, pour ses semences, les prix vont monter. Le prix du gasoil va monter. Le prix des engrais, ça va se multiplier par 5. Le prix de l'eau, ça va se multiplier. Tout va se multiplier. Mais et à la fin, lorsqu'il va produire, à combien il va vendre? Parce que lorsqu'il y a inflation aussi, tout monte. Ça, c'est le producteur. Lorsqu'il va transformer, il va aller passer la phase de transformation, le coût de l'énergie, de l'électricité, ça sera multiplié par 4. Le prix de l'eau, ça multiplie. Le prix des plastiques, tout ça multiplie. Et lorsqu'il va mettre sur les marchés, il va vendre à combien? Parce que tout monte, mais le salaire ne monte pas. Et lorsqu'il y a inflation, tu vois, toi, le salarié, toi, le consommateur, tu perds en pouvoir d'achat. Donc, ce qui arrive là est très, très grave. C'est très, très grave. Grave déjà pour les pays occidentaux, mais plus que grave pour nous en Afrique, qui ne produisons pas, qui importons tout. Donc, on peut dire que se retrouver en hyperinflation, se retrouver en train de voir le CFA encore dévaluer et la monnaie peut perdre en valeur. Donc, tu vas te poser la question, mais pourquoi l'Iran est en train de bombarder les pays voisins? Tu vois que les pays voisins, c'est les pays producteurs de pétrole. L'Arabie Saoudite, le Qatar produit le gaz, l'Arabie Saoudite produit le pétrole, le Koweït, l'Irak qui est là. L'Iran a utilisé cette stratégie afin de pouvoir paralyser, c'est-à-dire que la région, paralyser l'économie mondiale. Parce que le Moyen-Orient, ce sont eux, c'est-à-dire que les pays producteurs de pétrole. Et tu vois que quand on paralyse déjà, c'est-à-dire que si le pétrole ne circule pas, et en plus de ça, tu vois avec le détroit de Hormuz, c'est là-bas que circule au moins 20% du pétrole mondial. L'impact, tu vas commencer à le sentir tout de suite. Le Nigeria qui est là en Afrique, le Nigeria a déjà des problèmes de pénurie de pétrole. Tout est fermé, les boutiques sont fermées au Nigeria. Le Nigeria est en pleine inflation parce que le pétrole coûte cher. Nous sommes dans des pays où nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique. Beaucoup utilisent le pétrole pour pouvoir faire fonctionner les groupes électrogènes, afin de pouvoir tourner le business, ou des fois, que c'est éclairé. Je ne sais pas si tu vois le manque à gagner qu'il y a là-dedans. Et quand il y a comme ça les entreprises qui ferment, c'est le chômage. Voilà comment on peut se retrouver en train de créer une crise sociale. Crise sociale en Afrique, hein, alors que le problème se passe au Moyen-Orient. Parce que quand les gens vont commencer à aller sur les marchés et que tout sera cher, quand ils vont commencer à se retrouver qu'on n'arrive pas à trouver les denrées, parce que l'agriculteur, le sac d'engrais est passé de 13 000 à 30 000. Le producteur ne pourra plus t'aider qu'à avoir les bons rendements. Ou certains vont carrément arrêter de produire parce que c'est ça plus rentable. Quand on va te dire que sortir les vivres du champ, le coût du transport pour une tonne, c'est peut-être 20 000. Alors que la denrée que tu vas aller produire, que tu vas aller vendre, le sac, c'est 5 000. Donc tu te retrouves en train de mettre tout ton argent dans le transport. Beaucoup de producteurs vont préférer te laisser pourrir leurs produits dans les champs. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Et si j'ai pris assez de temps pour vous partager, je vous interpellais
par rapport à toutes ces choses-là, qu'une crise géopolitique peut créer des désastres. Une crise géoéconomique peut créer peu importe ce qui se passe aux États-Unis, impacte le monde. Ce qui se passe en Iran impacte le monde. Parce que l'économie aujourd'hui, qu'on appelle l'économie des marchés, dans les années 80, quand ils ont dit économie des marchés, c'est parce qu'ils ne voulaient, ils se sont dit que les pays doivent commercer maintenant entre eux afin d'éviter des conflits, des guerres. Ça partait peut-être d'une bonne intention, mais aujourd'hui, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que c'est la finance qui contrôle tout aujourd'hui. C'est les marchés qui contrôlent tout. Donc, tu vois que quelque chose qui se passe en Iran impacte tous les marchés. Et comme aujourd'hui, que c'est le pétrole qui tient l'économie. Pourquoi le pétrole tient l'économie? Je t'ai expliqué pourquoi. C'est pour ça que les enseignements que je partage ici, la personne qui suit cette chaîne de façon assidue et qui n'entreprend pas, c'est pour les raisons que j'ai citées. D'une, parce que la personne n'a pas de fonds d'urgence de sécurité. Parce que vous êtes plusieurs comme ça à être endettés, il n'y a pas d'argent. De deux, manque de connaissances. Manque de connaissances. Je dis connaissance, même, c'est-à-dire que quand je dis connaissance, c'est sur quel type d'investissement aller faire, quel genre de business aller faire. On n'a pas, c'est-à-dire que manque de stratégie. On n'est pas du tout stratège, on va uniquement vers l'argent. Je dis que la richesse, ce n'est pas le billet de banque. Et c'est ce que je vais devoir expliquer ici. De deux, plusieurs, c'est-à-dire que d'entre nous, on est des court-termistes. Les Africains sont des court-termistes. On veut le là. On veut la gratification instantanée. Nous ne sommes pas que des personnes prêtes à mouiller le maillot, à travailler, à payer le prix, à se sacrifier, à créer des richesses générationnelles. Donc peut-être avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Tout. Donc comme je dis sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de mindset, on parle ici de stratégie, de géostratégie, de géopolitique, de géoéconomie. Comprenez que pourquoi j'insiste à chaque fois sur la géoéconomie? Parce que tu ne peux pas aller faire un business sans te rassurer, tel que tu as le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Tu ne peux pas aller faire un business alors que tu n'es que le pion. Un business où tu passes ton temps à enrichir les autres. Je passe mon temps à le dire ici. Mais plusieurs d'entre vous, vous êtes plutôt intéressés par la gratification instantanée. Comment gagner les millions? Comment gagner l'argent en dormant? Comment gagner ceci? Beaucoup fuient l'effort. Vous voulez te dire des business, vous voulez la facilité. C'est pour ça que vous avez été que ces marchands de rêve. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est le pétrole qui tient, qui dirige l'économie, qui dirige le monde? C'est pour ça que je vous ai parlé de Rockefeller. Rockefeller, l'homme le plus riche de tous les temps. Je vous ai dit que c'est lui qui a découvert le pétrole dans les années 1833 et a développé tel que le pétrole. Le pétrole aujourd'hui, c'est ça qui fait fonctionner tel que les moteurs. Ça a révolutionné tel que l'industrie automobile, l'industrie des transports. C'est grâce au pétrole. Et c'est le pétrole qui est en train de faire l'économie américaine. Et pourquoi aujourd'hui l'Amérique met son focus sur le pétrole? Si le pétrole chute aujourd'hui, c'est l'économie américaine qui chute. À chaque fois où il y a inflation sur le pétrole, l'économie américaine est en berne. Et si l'économie américaine est en berne, c'est toutes les économies qui sont en berne en fait. C'est la bourse qui va chuter. C'est les fonds d'investissement, les fonds de pension, là. Toutes ces grosses banques là.
les JP Morgan, les Goldman Sachs, les grosses banques, les Rothschild, tous vont tomber parce que tous investissent dans le pétrole. Parce que l'Amérique a basé son économie sur le pétrole. Comment? C'est pas pour rien que je vous ai partagé ici comment la monnaie est née et qu'est-ce qui garantissait la monnaie. Avant, c'est l'or qui garantissait la monnaie. Donc, il fallait avoir une réserve d'or et c'était cette réserve d'or qui soutenait ta monnaie, qui donnait de la confiance à ta monnaie. Dans les années 1971, le président, c'est-à-dire que Nixon, de façon unilatérale, a dit que le dollar ne serait plus arrimé à l'or et qu'eux, ils allaient commencer à imprimer le dollar à leur guise. Tu vois que le dollar devient finalement un papier, un vulgaire papier qu'on peut imprimer. Alors que l'or, c'est un métal rare. Tu sais que l'or, il faut aller extraire l'or dans des profondeurs et que l'or n'est pas imprimable. L'or est tarissable. Il y a des quantités, des réserves, des quantités qui sont connues. Donc, c'est une réserve, c'est-à-dire que sûre de valeur. Et ces réserves-là, c'est ça qui fait en sorte que la monnaie ne perd pas, c'est-à-dire qu'en confiance ou en valeur. Mais eux, très malins. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que ça aussi, il faut qu'on revienne à l'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui a donné le privilège au président Nixon de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, le dollar s'est imprimé. Ils ont profité de la faiblesse, c'est-à-dire que de l'Europe. Au sorti, c'est-à-dire que de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1945, vous voyez que l'Europe a été décimée ici avec la Première et la Deuxième Guerre. Tout était détruit. C'est l'Europe qui régnait au 19e siècle. Et c'est l'Angleterre qui était en tête, c'est l'Angleterre qui était puissante. Le Royaume-Uni qui était puissant. C'est la livre sterling qui était la monnaie commerciale, de commerce. L'Angleterre avait cette puissance parce qu'eux, ils avaient un empire. L'empire s'étendait que de l'Europe, de l'Asie, en Afrique, jusqu'aux Amériques. Donc, c'est l'Angleterre qui était puissante au 19e siècle. Donc, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a affaibli l'Amérique. L'Angleterre, Première et Deuxième Guerre mondiale, qui a affaibli l'Angleterre. Et les Américains en ont profité pour bien affaiblir d'abord l'Angleterre. Je vous ai partagé l'histoire. Il faut écouter, il faut savoir comment sont nés les empires, qu'est-ce qui a été leur chute, comment, pour pouvoir savoir comment le monde fonctionne. Nous sommes dans un monde de rapport de force, d'hégémonie. On a laissé, à la Première Guerre mondiale, déjà à partir de la Première Guerre mondiale, les Américains ont affaibli les Anglais. Parce que cette guerre a coûté très cher aux Anglais. Ils étaient à court d'argent. Ils ont sollicité avec l'Amérique. Mais les Américains, pour pouvoir leur venir en aide, les Américains ont dit que non, ce n'est pas leur guerre. Si les Anglais veulent de l'aide, il faut qu'ils les achètent cash. Ils achètent cash les armes, les munitions. Les Anglais n'ayant plus d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté avec leurs réserves d'or. À chaque fois que les Anglais les sollicitaient, demandaient seulement que donnez-nous de l'argent. Les Anglais ont donné toutes leurs réserves d'or. Toutes leurs réserves d'or. Les Anglais étaient toujours encore à court de liquidités. Le président de l'époque a demandé, mais fais-nous la liste de comptables de tes avoirs. Prouve-nous que tu n'as plus rien. Montre-nous que ce qu'on peut prendre. Les Anglais ont fait la comptabilité de tous leurs avoirs. Est-ce que vous voyez l'humiliation? On envoyé aux Anglais, aux Américains. Et les Américains ont commencé à dire, bon, si vous voulez qu'on envoie de l'aide, vendez toutes vos sociétés qui sont aux États-Unis. Vous savez que c'est les Anglais qui étaient d'abord aux États-Unis. Les Américains ont obtenu leur liberté
en combattant les Anglais. Ils ont dit, vendez tous vos biens, vos entreprises qui sont aux États-Unis. Et quand ils disent vendez vos entreprises, ils ne donnent pas le choix aux Anglais. Hein. Ce sont eux qui imposent maintenant le prix. Les Anglais l'ont fait parce qu'ils étaient dos au mur. Ça ne suffisait pas. Ils ont dit maintenant, le land leave. On veut aussi vos territoires stratégiques. Parce que l'Angleterre, c'était un empire. Comme je vous ai dit, donnez-nous vos territoires stratégiques. Vous voyez que des bases américaines sont dans des pays comme l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique. C'était les territoires anglais que les Américains ont pris. Voilà le rapport de force. Il faut bien comprendre comment ça se passe. Pourtant, c'est des alliés. Hein. Pourtant, c'est des frères. Et c'est là où nous, Africains, on ne doit pas être naïfs, où je vois certains sont là dans une naïveté, c'est-à-dire que primaire. Vous soutenez les gens parce que ce ne sont pas vos frères. On peut se poser la question, quelle est la réaction de la Chine et de la Russie face à ce qui se passe là maintenant? Alors que nous, en Afrique, on a des fanatiques qui sont là, qui supportent de façon telle que naïve. C'est pour ça que je dis qu'on se doit d'être stratège. Voilà comment les Américains ont affaibli les Anglais. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre comment fonctionne le monde. Et est venue la Deuxième Guerre mondiale où l'Europe a été donc maintenant complètement détruite. Leurs usines, les constructions, les maisons, les personnes, tout était détruit. C'est là où l'Amérique a fait avec le plan Marshall. Vous entendez parler du plan Marshall. Le plan Marshall qui consistait à venir reconstruire l'Europe. L'Amérique, elle était intacte. Elle avait son armée, elle avait ses industries, ses populations, les constructions, l'économie fonctionnait. C'est comme ça que l'Amérique a fait pour profiter et prendre donc la première place mondiale. Donc, quand elle donne de l'argent pour le plan Marshall, c'est elle qui impose le cahier des charges. C'est elle qui dit, l'Amérique vend ses produits. L'Amérique s'est enrichie à travers la faillite européenne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous voyez le temps, quand on vient placer le temps, c'est toujours une façon de contrôler, c'est-à-dire que l'Europe, je vous apporte mon soutien. Mais ce soutien-là, ces pays sont obligés d'acheter l'armement, ces pays sont obligés de faire des coups bêtes, ces pays sont... L'Europe ne peut pas lever la tête face à l'Amérique parce qu'on va te dire c'est l'allié de tout le temps. C'est grâce à eux que l'Europe a été sauvée. Mais tu vois que l'Amérique fait son beurre. Donc, voilà pour revenir à l'histoire, voilà comment le président Nixon, fort de sa première place, avec l'hégémonie de la puissance, décide donc maintenant que maintenant l'or ne sera plus arrimé au dollar. On commence donc à imprimer les billets. Il imprime les billets à sa guise. Et comme c'est l'Amérique qui est puissante, qui est forte, c'est pour ça que le dollar, et avant qu'il imprime les billets, l'histoire aussi, c'est que derrière ça, on a eu le traité, tu vois, le traité de Bretton Woods. Le traité de Bretton Woods qui donne naissance donc maintenant à la création de la Banque mondiale, du FMI. Et l'Amérique impose le dollar. Et l'Amérique impose que c'est le dollar qui sera la monnaie commerciale. Oui, à partir du moment où tu es fort, c'est pour ça qu'on dit que c'est les forts qui écrivent l'histoire, c'est qui dictent les règles, qui dictent la loi. Donc voilà comment est que l'Amérique impose que c'est le dollar qui sera la monnaie commerciale. Que dorénavant c'est le dollar. Les autres étant faibles, l'Angleterre étant affaiblie, qu'est-ce que tu peux faire? Donc voilà comment l'Amérique imprime dans son dollar et commence à diffuser dans tous les à tout le monde. Et à partir du moment où tu utilises le dollar, tu enrichis l'Amérique. Parce qu'à chaque fois que tu commerces avec le dollar, l'Amérique s'enrichit. Et voilà comment l'Amérique tient l'économie mondiale. Mais cette économie, cet argent qui ne se repose sur rien, que sur la confiance des personnes qui utilisent, ça a aussi des failles. Parce que quand l'Amérique imprime plus de billets, comme quand il y a des crises,
il y a l'inflation. La monnaie, c'est-à-dire que vacille, puisqu'elle ne se repose sur rien. Les Américains ont donc eu cette stratégie dans les années 74 d'aller voir avec les Saoudiens, de faire un deal avec les Saoudiens, avec l'Arabie Saoudite, que moyennant protection, moyennant le fait qu'ils les fournissent les armes, ils les fournissent la technologie, il faudrait que l'Arabie Saoudite vende son pétrole avec le dollar. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je fais ça pour t'expliquer pourquoi tu as dit que c'est. Quand tu entends parler du pétrodollar, pourquoi le dollar est arrimé aujourd'hui au pétrole? Pourquoi si le pétrole chute, c'est le dollar qui va chuter? Donc les Américains sont allés voir les Saoudiens. C'est l'Arabie Saoudite qui produit massivement le pétrole. L'Arabie Saoudite a accepté le deal. Et c'est comme ça que tous les autres pays aussi se sont retrouvés en train de vendre le pétrole, de vendre leur pétrole avec le dollar. Tu vois, le Venezuela aussi, qui est un très grand producteur de pétrole, s'est retrouvé en train de vendre son pétrole avec le dollar. Toujours sous la pression. Et tous les autres pays, c'est-à-dire qui sont retrouvés en train d'acheter. Parce que si tu vas acheter le pétrole, c'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que c'est grâce au pétrole que tout fonctionne. L'aviation, les bateaux, les voitures, les trains, que sais-je encore, les usines. Le pétrole, c'est le poumon de l'économie. Donc, chaque pays a besoin du pétrole. Comme chaque pays a besoin du pétrole, chaque pays va se retrouver en train d'utiliser la devise dollar. Et voilà comment l'Amérique tient le monde. Et l'Amérique tient maintenant le monde avec quoi? Grâce au pétrole. Voilà comment l'Amérique change. Donc, le fait est que de contrôler sa réserve avec de l'or, aujourd'hui, c'est le pétrole. C'est grâce au pétrole et grâce au deal passé avec l'Arabie Saoudite. Il faudrait que tu comprennes très bien. C'est pour ça que quand le pétrole chute, quand le pétrole, il y a des problèmes tels que comme là maintenant. On a déjà eu ça, hein? La guerre du Koweït, la guerre Iran-Irak a créé des catastrophes telles qu'au niveau de la bourse. Hein? C'est l'économie américaine qui a flanché. Quand l'économie américaine flanche, c'est les consommateurs, c'est les ménages qui souffrent. C'est les denrées qui deviennent plus chères. C'est la bourse qui craque. C'est les fonds d'investissement, les fonds de pension. La bourse, c'est-à-dire qu'il y a des pertes comme ça, catastrophiques, même de 50%. Donc, toutes les personnes qui investissent aujourd'hui en bourse, mais sont en panique. Les personnes sont en panique. Donc, c'est pour ça que tu vois, les États-Unis, partout où il y a le pétrole, ils ont leurs yeux dessus. Ce n'est pas pour rien qu'on allait sortir Maduro. Si on a sorti Maduro, ce n'est pas parce que pour les chefs d'inculpation qu'on a donnés, c'est parce que le président Maduro a commencé à vouloir dealer avec la Chine, mais vendait son pétrole en monnaie chinoise. C'est parce que l'Arabie Saoudite aussi, entre-temps, aussi a commencé à vouloir aussi vendre en monnaie chinoise. Ce n'est pas pour rien que tu as vu la création du BRICS. Parce que la Chine aussi est en train de vouloir venir s'imposer. La Chine, que la Russie, que tous ces pays aussi sont en train de se dire, mais ils sont dans un jeu de dupes où c'est l'Amérique qui profite à tous les coups. L'Afrique, c'est-à-dire que si tu veux aller vendre ton bois, ton cacao, ton pétrole, ton diamant, l'émeraude, l'uranium, tu es obligé de vendre en dollars. À chaque fois que tu vends en dollars, tu enrichis l'Amérique. L'Amérique ne fait rien, mais l'Amérique gagne. Et l'Amérique imprime, c'est-à-dire voilà, à volonté les billets. En imprimant à volonté les billets, ça lui permet de faire quoi? De baisser le taux d'intérêt d'endettement de sa population. La Fed va baisser le taux d'intérêt. Et le peuple américain va consommer, va prendre des crédits. Pourront aller prendre des crédits pour la maison, pour la voiture, pour l'éducation des enfants, pour voyager, pour investir. Et c'est comme ça que l'Amérique s'enrichit gratuitement sur les efforts des autres.
Et si aujourd'hui, comme il y a les tensions là, et que le pétrole monte, la stratégie de l'Iran, tu vas peut-être poser la question, mais pourquoi l'Iran est en train de bombarder les autres? Parce que l'Iran a compris que pour toucher l'Amérique, pour toucher l'économie américaine, il faut aller bombarder l'Arabie Saoudite. Aller casser les raffineries de l'Arabie. Aller casser les raffineries du Qatar. Parce que c'est là-bas le poumon de l'économie américaine. Et si tu vois tous ces pays aller prêter main forte, c'est parce qu'ils savent que ça risque de déstabiliser l'économie mondiale, mais grave. Même toi-même qui es en Afrique, tu vas aller acheter les beignets. La maman va dire que non, le beignet que tu prenais à 10 francs, c'est aujourd'hui même à 30 francs. À cause du pétrole, à cause de la cherté de la farine, à cause de la cherté de l'huile, à cause de la cherté du bois, à cause de la cherté de... Il y aura des tensions énormes. Ces pays, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Dubaï, tous ces pays aussi seront frappés. Je vous ai dit que lorsqu'il y a des crises, quand vous entendez crise économique, récession, effondrement économique, les riches, les initiés, eux, ils font quoi? Ils transfèrent, c'est-à-dire que leur économie, ils transfèrent leurs avoirs, leurs actifs. Beaucoup ont transféré leurs actifs à Dubaï. Vous entendez plusieurs personnes dire, ah, je m'en vais à Dubaï. Beaucoup vont monter les sociétés à Dubaï. Pourquoi? Parce que Dubaï propose des conditions, c'est-à-dire voilà, très avantageuses à l'investissement. À Dubaï, il y a un assouplissement sur le plan fiscal. Ce qui fait que beaucoup de multimilliardaires, beaucoup de riches font de l'évasion fiscale, vont déposer les avoirs à Dubaï, en Arabie Saoudite, dans ces pays du Moyen-Orient. Parce que là-bas, c'est souple. Regarde maintenant ce qui est en train de se passer. Tous ceux qui sont allés déposer les avoirs là-bas, avec les tensions qu'il y a là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Effondrement des marchés. Ils vont perdre leurs avoirs. Beaucoup d'entreprises vont fermer à Dubaï, au Moyen-Orient, là. Dubaï, Arabie Saoudite. Les gens ne vont plus voyager. Dubaï, c'était une destination touristique. Chacun voulait aller à Dubaï. Maintenant, c'est risqué. Parce qu'à tout moment, tu as dit que c'est les bombes. Et ils sont partis à une guerre qui sera longue. Très longue. Et très peu de personnes, c'est-à-dire, vont courir le risque. Les États-Unis ont même demandé déjà à tous leurs ressortissants de sortir de ces pays-là, 14 pays du Moyen-Orient, de quitter. Quels sont ceux qui auront encore allé faire le tourisme à Dubaï, en Arabie Saoudite? Voilà comment l'économie, c'est-à-dire va chuter. Tu vois quoi? Dès que la commande de doigts, l'économie tombe. À Dubaï, tous ces youtubeurs qui vont faire des photos, qui vont se filmer sur Dubaï, tout va tomber. Parce que Dubaï a construit que son économie sur le luxe, sur les services. Sur les services. Ils ont le pétrole. Mais l'Iran est en train de taper sur ce pétrole-là. Ils mettaient sur les services. Mais ce service, qui c'est qui va aller risquer sa vie? Qui c'est qui va aller... Et c'est comme ça que, quand on est dans des situations comme ça tendues, ces biens-là peuvent être gelés. Ces avoirs, c'est-à-dire que tous ces hommes d'affaires qui étaient là-bas vont voir que leurs avoirs être gelés ou être perdus. Ceux qui étaient partis se cacher, comment tu vas maintenant faire pour pouvoir retransférer maintenant dans ton pays? Il va falloir signaler ça, déclarer la provenance. Je ne sais pas si tu vois un peu les choses. Toi qui travailles maintenant aussi, ton entreprise peut déposer bilan pour les problèmes énergétiques. Si tu es dans une société de transport, si le prix de l'essence à la pompe passe à 3 euros, à 4 euros, ou même à 6 euros, tu penses que ta société peut survivre? Vous avez comme ça 100 camions ou 500 camions. Il faut faire le plein. Mais entre-temps, l'inflation est là. Les entreprises sont fermées. Et c'est comme ça que beaucoup vont perdre leur emploi.
C'est comme ça que beaucoup vont perdre leur emploi. Quand je vous dis, nous sommes dans une économie où il y a des marchés, où c'est la finance qui contrôle le game. La finance est venue détruire l'économie réelle. Donc pour cela, comment faire? C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de vous expliquer ici que nous, les Africains, on se doit d'être résilients. Je vous ai dit, je ne suis pas coach. Et je ne suis pas allé lire les livres de Père riche, Père pauvre, non. Mais je sais à même de conseiller avec les capitaines d'industrie et même les chefs d'État. Et beaucoup me suivent ici, ils s'appliquent. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré. L'idéologie, la stratégie qu'il est en train de mettre en place, c'est celle que je partage ici. Et depuis 5 ans, je partage. Ne peuvent me comprendre que des visionnaires. Ne peuvent me comprendre que des personnes qui n'ont pas faim. Ne peuvent me comprendre que des personnes qui ont l'amour pour leur pays. Ne peuvent me comprendre que des citoyens. Je parle bien de citoyens. Des gens qui aiment leur pays, qui aiment leur continent. Parce que oui, il y a un prix à payer. C'est pour ça que je dis qu'on se doit être résilient. Alors quand vous avez des plaisantins qui sont là, vous dire que non, on ne peut pas travailler là où, on ne peut pas travailler, ma chère, on ne peut pas travailler sur 2 hectares, il faut qu'on ait travaillé sur 1000 hectares. Est-ce que vous êtes en train de voir? Qui c'est qui va te donner 1000 hectares? Et si tu es sur 1000 hectares, voilà, t'as dit que le prix du pétrole, le pétrole qui est en danger, le pétrole qui est en train de mettre à mal l'économie, comment tu vas trouver le pétrole? Admettons que tu aies tes 500 hectares et que tu dois commencer à labourer, tu vas faire ton soja, tu veux faire ton maïs. Comment tu fais si tu n'as pas de pétrole? Comment tu fais si le prix du pétrole est multiplié par 10? Comment tu fais si le prix de l'engrais est multiplié par 15? Comment tu fais que si le prix du transport a triplé? Et à qui est-ce que tu vas vendre au finish? Chers agripreneurs visionnaires, ce que je vous donne ici, là, il faut être un faisant. Mais moi, je vous ai dit, j'essaie de dénicher, c'est-à-dire que les plaisantins, les coquilles vides, mais eux-mêmes, c'est-à-dire on finit par... Quand je dis que quand on les gratte, tu vois qu'il n'y a rien. Mais les langues sont en train de se délier. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir bâtir une richesse, c'est-à-dire que concrète, solide? Je vous ai dit, on bâtit des richesses concrètes, solides, avec des actifs tangibles, des actifs réels, sur l'économie réelle et sur le marché réel. Ce n'est pas pour rien que je prends assez de temps sur l'agriculture. L'agriculture, c'est une économie réelle. Maintenant, le modèle, les pratiques sont importantes. Je vous ai dit ici que l'agriculture nourricière, l'agriculture qui permet de nourrir les humains, cette agriculture n'est pas faite pour être industrielle. L'agriculture qui sert à nourrir l'être humain, elle n'est pas faite pour être industrielle sur tous les plans. Est-ce que vous êtes en train de voir ça maintenant? Parce que cette agriculture industrielle dépend de beaucoup de paramètres. Premier paramètre, le pétrole, la mécanisation, les engrais, les pesticides, les nématicides, les fongicides. Et il y a un coût exorbitant. Et lorsqu'il y a inflation, et cette économie aujourd'hui, c'est une économie des marchés, lorsqu'il y a des déséquilibres géopolitiques, géoéconomiques, environnementaux, énergétiques, c'est ton business qui est attaqué. Mais nous, ce qu'on devrait faire, on devrait être résilient. Et le message que je donne ici, l'autosuffisance alimentaire ne se fait pas sur la monoculture. Ce n'est pas parce qu'on fait sur 1000 hectares de monoculture, non. Ça se fait sur la diversité. Et c'est un enseignement qu'on devrait donner à la population. Parce que ce qui est en train d'arriver là, on doit avoir un peuple informé, un peuple manuel qui utilise ses 10 doigts. Tu te dois de savoir comment est-ce qu'on sème la tomate, comment est-ce qu'on sème le maïs, comment est-ce qu'on plante la carotte, les choux, les oignons, l'ail, le macabo, le taro, la banane plantain, ton poivre. Parce que même les personnes qui sont en ville, on a toujours de l'espace. Il y a un 50 mètres carrés par là, il y a un 2 mètres carrés par là, il y a un 3 mètres carrés par là.
que tu saches faire ton potager pour te nourrir, pour t'auto-nourrir. C'est ça l'autosuffisance. Je ne me plains pas pour ceux qui sont dans les pays au village. Parce que quand ça va frapper, les personnes qui vont souffrir le plus, c'est les personnes qui sont en ville. Parce que oui, on aura une vague de famine. Mais les personnes qui sont impactées, c'est les personnes qui sont en ville. Parce que les personnes qui sont en ville dépendent de l'alimentation qui vient de l'arrière-pays. Les personnes qui sont en ville dépendent d'un salaire. Quand tu vas perdre ton emploi et que tu n'auras plus de salaire, comment tu vas te nourrir? Même quand tu as un emploi, parce que quand il y a inflation, les prix montent, mais ton salaire ne monte pas. Tu iras au marché, tu ne pourras même pas acheter 1 kilo de poisson, ou 1 kilo de viande, ou 1 kilo de tomates, ou 1 kilo de riz, parce que c'est tellement cher. Tu vas faire comment? C'est pour ça que j'ai pris assez de temps pour vous former sur l'ensemble des cultures. On se doit d'avoir la main verte. Dans ton jardin, au pays, on a toujours de l'espace. Tu fais ton petit jardin. C'est pour ça que je veux dire ici qu'on doit de commencer avec les poules locales. Tu as tes 2 poules, un coq. Le coq va accoupler tes poules. Tu auras les œufs, tu pourras manger les œufs le matin parce que les œufs aussi vont coûter cher. Mais tu pourras, que toi, produire tes œufs à la maison. Tu pourras toi-même développer ton petit élevage. Tes poules vont pouvoir donner les poussins qui vont grandir. C'est comme ça que tu peux avoir ton autonomie. Et quand tout va se fondre, tu peux avoir une petite économie comme ça, circulaire. Ce que je te dis, c'est les choses qui sont arrivées. N'attendez pas que ça arrive. Depuis 5 ans, je vous prépare à cela. On se prépare en amont. Qu'au moment où ça arrive, on est autonome. Mais comme nous sommes les tomates, on attend que c'est quand ça chauffe. Ce n'est pas quand ça chauffe, quand la crise est là, que tu vas commencer à dire Thierry, comment je fais pour faire le poivre? Comment je fais pour faire le manioc? Comment je fais pour faire la tomate? Non. C'est en amont, avant. J'ai dit, tu fais la ferme intégrée. Diversification de culture. La monoculture, même moi, c'est de côté. Tu ne vas pas manger uniquement le maïs ou uniquement le soja. Tu fais plusieurs. Parce que c'est comme ça. L'autosuffisance. Parce que ça va frapper. Ça va être rude. Toi qui es en vie, tu vois que quand ça va chauffer, les banques risquent de faire faillite. Notre monnaie, le CFA, qui risque d'être encore même dévaluée parce qu'à l'hyperinflation, ça risque d'être dévalué. Encore dévalué. Donc la monnaie va perdre en valeur. Beaucoup d'entreprises vont fermer. Ta banque, le pays peut même geler les avoirs. Tu fais comment? Les personnes qui vont s'en sortir, c'est les personnes qui ont pensé en amont comme nous, aller faire dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Parce que c'est des valeurs tangibles, des valeurs réelles qui ne sont pas corrélées aux crises. La bourse peut chuter parce que la bourse va chuter là. Mais ça n'impacte pas l'agriculture. Et une agriculture qui ne dépend pas du pétrole, je vous le dis depuis. C'est pour ça que c'est utile de travailler avec la houe. Depuis, je vous parle qu'on soit résilient. Les temps durs forment les hommes forts. Et les hommes forts forment les temps faciles. Qu'on soit résilient, qu'on accepte de travailler avec la houe. Parce que le pétrole, là où on nous amène là, nous ne sommes pas encore à ce niveau. On n'a pas déjà la science, la technologie, les compétences pour pouvoir développer, pour pouvoir extraire et transformer nous-mêmes notre propre pétrole, afin de réduire les coûts. Ouais, on dépend encore des autres. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on veut que c'est le pétrole qui soit, c'est-à-dire que le poumon de la productivité, parce que le dollar est arrimé au pétrole. Si le pétrole chute, le dollar chute. Si le pétrole chute, le dollar chute. Et si le dollar chute, c'est l'économie américaine qui chute. Et c'est toutes les économies qui vont chuter. Parce que même la Chine, vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi la Chine, pourquoi la Russie n'intervient pas? C'est là où vous allez encore combattre la relation internationale. Il y a des clauses. Chacun défend ses intérêts. Et il faut comprendre aussi que ce n'est pas comme nous où nous sommes.
là à penser que les gens sont nos ennemis. Non, les gens ne sont pas nos ennemis, c'est les affaires. La Chine commerce très bien avec les États-Unis. Le premier grand marché de la Chine, c'est l'Amérique. La Chine vend beaucoup plus en Amérique. La Chine vend partout. Et la Chine a besoin d'énergie pour pouvoir faire fonctionner, c'est-à-dire que son économie. La Chine aussi, que vous voyez, que c'est des choses que ne vous dit pas. La Chine aussi est déficitaire. La Chine aussi a la Chine aussi est endettée. La Chine a 300% de dette de son PIB. Mais ce qu'on ne nous dit pas, pourquoi? Parce que la Chine, son économie est une économie telle que d'export. Donc tu vois qu'elle a besoin d'énergie pour pouvoir exporter ou importer les matières premières. Donc, elle ne peut pas aller tel que combattre frontalement l'Amérique. L'économie chinoise est déficitaire. Ce n'est pas une économie que de consommation interne. La Chine, c'est-à-dire que tout ce développement que vous voyez, les infrastructures, la Chine finance ça, c'est-à-dire qu'à hauteur de plusieurs centaines de milliards, c'est-à-dire que de dollars. C'est la Chine qui finance tous ces capitaines d'industrie. Et la Chine aussi a fait des investissements aujourd'hui où le retour sur investissement, il n'y a pas. Parce que dans cette compétition de gigantisme du pouvoir, la Chine aussi est allée, c'est-à-dire que dans la mégalomanie, en construisant, est-ce que vous savez qu'il y a plus de 60 millions de maisons vides, d'appartements vides, où les gens ont construit? La Chine aussi a ce problème de production moins chère. Donc, dans cette production, c'est-à-dire que toujours moins cher, de produits tout moins cher, il y a de l'inflation à l'intérieur de la Chine, de la déflation, et ce qui fait que, à force de produire moins cher, le produit n'a plus de valeur. Et c'est la Chine, le gouvernement chinois qui soutient donc ces industries-là à coût de financement. Voilà la vérité que vous devez savoir. Et ils sont allés faire des projets, tu vois, des projets tels que d'immobilier. Les promoteurs immobiliers sont allés raser tels que des villages pour faire tels que des villes où aujourd'hui, toujours dans la spéculation, on a poussé tels que les Chinois à aller spéculer en immobilier que ça allait les rendre riches. Des gens en ont acheté quoi, les 3, 4, 5 appartements, mais qui sont aujourd'hui vides. Il y a 60 millions. La capacité qui peut comme ça, c'est-à-dire que faire vivre plus de 200 millions de personnes. 200 millions de personnes, et c'est vide. 60 millions de maisons vides, faites dans la spéculation. Beaucoup de promoteurs immobiliers ont déposé bilan. C'est les faits qui sont là. Mais nous, on voit des infrastructures. Ils sont allés construire avec des routes, des autoroutes à n'en pas fini, des trains à grande vitesse à n'en pas fini, mais qui ne servent, qui ne rapportent pas en fait. Mais lorsqu'on construit des infrastructures, c'est vrai que sur le plan du PIB, toujours encore, tu vois, ça donne l'impression que le pays est riche parce que ça augmente le PIB, mais dans la rentabilité, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas profitable. Voilà l'épine qui est sur le pied de la Chine. Donc la Chine est aujourd'hui obligée d'exporter, de vouloir vendre moins cher partout. C'est pour ça que Donald Trump est venu mettre les taxes. Que, hey, la Chine est en train de gagner les parts de marché. La Chine est excédentaire surtout. La Chine, aujourd'hui, les Chinois ne peuvent pas consommer avec les produits qu'eux-mêmes ils font. Donc, ils comptent sur le marché extérieur. Donc, c'est pour ça que la Chine aussi est très, tu vois, elle ne peut pas rentrer comme ça parce qu'elle entre dans un conflit, ça explose. C'est pareil que pour les États-Unis. Tu sais, c'est délicat. Tous ces pays sont hyper endettés. Tu vois que l'Arabie Saoudite aussi est déjà là impactée.
Donc, c'est très délicat. La Russie aussi, elle avait ses problèmes. La Russie est déjà sur un conflit avec l'Ukraine. La Russie ne va pas encore aller chercher d'autres problèmes. Donc, c'est d'abord les intérêts propres de chaque pays. Nous, les Africains, nous devons comprendre ça. Que c'est d'abord nos intérêts. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas nos frères. Donc, moi, je vais prendre ici la résilience et aller maintenant vers les actifs, comme je dis, réels, l'agriculture. Et être résilient. Savoir faire les choses avec ses 10 doigts. Avoir son potager. Avoir son champ. Parce que ça, lorsqu'il y a effondrement, ces effondrements, il y en a eu. Je vous ai dit qu'en 1933, en Allemagne, il y a eu effondrement. L'argent n'avait aucune valeur, avait perdu de valeur. On allait acheter la baguette avec la brouette. Au Venezuela, il y en a eu. En Argentine, il y a eu ça plusieurs fois. Au Zimbabwe, il y en a eu les effondrements économiques. En Grèce, il y a eu effondrement économique. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais on n'attend pas que ça arrive pour pouvoir se décider. On ne fait pas ça en amont. Donc, lorsque tu as comme ça, préparé en amont, l'agriculture, les gens auront toujours besoin de manger, vrai ou faux? Les gens auront toujours besoin de manger. Mais les personnes ne sont pas obligées d'aller acheter un téléviseur. Quand ça va arriver, tu ne seras pas obligé d'aller acheter un iPhone 17. Parce que quand on va mettre sur la balance entre un iPhone 17 et manger, tu vas prendre quoi? Je parle même comme ça, c'est-à-dire que certains Africains peuvent aller prendre l'iPhone et rester affamés pendant 8 jours, ou même pendant un mois, en disant que Jésus l'avait fait aussi. Tu vois? Quand ça va arriver, tu auras le choix entre manger et aller acheter le costume, c'est-à-dire que Hugo Boss. Je pense que tu vas pencher plutôt à aller acheter la nourriture. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu penses. Donc maintenant, comme je te dis que les actifs se transfèrent, ce que tu dois faire maintenant, c'est d'avoir aussi des réserves en liquide, de sortir de l'argent en banque, de pouvoir garder des réserves de sécurité en liquide. Parce que quand ça va chauffer, les banques vont fermer. Beaucoup vont aller taper les portes des banques pour pouvoir retirer leur argent. On va geler certains avoirs. Mais tu auras ta petite réserve là où tu pourras acheter tes trucs à manger. Tu pourras aller te soigner. Tu pourras te faire tu pourras te vivre avec. Celui qui a son champ va continuer à nourrir la population. Les gens auront toujours besoin des protéines animales. Tu peux aussi faire ta petite réserve, c'est-à-dire que d'or, parce que l'or ne perd pas en valeur. L'or te permet l'or ne va pas t'enrichir, mais ça va maintenir l'inflation. Ce qu'il faudra faire, c'est développer des compétences. Ce que je n'arrête pas de vous donner ici. Parce que c'est des compétences qui vont sauver plusieurs pendant l'effondrement. Et c'est les compétences qui vont sauver plusieurs pendant l'effondrement. Les compétences pratiques. Les agriculteurs, les éleveurs, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les plaqueurs, les plaquistes, les électriciens, les électromécaniciens, les électroniciens, les programmeurs, les médecins, les docteurs, les infirmières, les cuisiniers, les coiffeuses, les coiffeurs, les enseignants. Peu importe l'effondrement, ces corps de métier vont toujours gagner de l'argent parce qu'on aura besoin de ces services-là. Tu vois, quand il y a effondrement et que tu as faim, tu auras tout besoin de manger. Tu vas l'acheter à manger. Quand il y a effondrement, tu auras tout besoin, comme vient te dépanner ta voiture, on aura besoin de mécaniciens. On aura besoin d'un électricien. Tu auras besoin peut-être d'un programmeur pour pouvoir venir réparer ton ordinateur, pour travailler, pour faire de la télé, pour faire le télétravail. Tu auras besoin d'un enseignant. Parce que quand tout est effondré même, tu auras tout besoin d'un enseignant, un répétiteur, pour donner les cours de répétition à tes enfants. Tu auras besoin d'un médecin, parce qu'il va toujours falloir te soigner, peu importe les crises. Tu auras tout besoin de te soigner, donc le médecin aura toujours son argent. Tu auras besoin d'un maçon, parce que
il faut venir colmater, par exemple, la maison. Il y aura, tu vois, les métiers pratiques, les métiers rares. Ce sont ces personnes qui vont s'en sortir. Ceux qui ont laissé que leur argent en banque, ceux qui sont allés investir en bourse, ceux qui ont des actifs papiers vont voir ça perdre. Ceux qui travaillent dans la bureaucratie, ce sont ces personnes qui vont souffrir. Donc c'est pour ça qu'il faut se réinventer avant que la crise n'arrive. Et moi, je suis là pour vous prévenir depuis 5 ans, je vous préviens là-dessus. Qu'on soit résilient, qu'on arrête de paraître, qu'on arrête de vociférer, qu'on arrête de penser un temps soit peu que on peut être comme eux. Eux, c'est des systèmes qui se sont bâtis sur plus de 200 ans, voire 300 ans. Et ils gardent ça. C'est leur chasse gardée. Mais nous, avant d'en arriver là, on se doit d'être résilient. On se doit de faire avec nos moyens. Et comprendre que ce n'est pas à dire qu'avec quoi tu commences qui importe. Mais c'est la vision que tu as. Mais c'est de commencer petit, mais de rêver grand. De rêver grand. De savoir qu'on se doit d'être résilient. On se doit de faire des sacrifices. Mais nous sommes aujourd'hui en train de penser qu'on peut surfer sur les efforts que les autres ont fait. Non. Et ça fait qu'on fuit, c'est-à-dire qu'on fuit l'effort. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas faire des sacrifices. On veut la facilité. Et vous avez des marchands de rêve qui viennent vous vendre l'illusion. Parce que dans ce système, tu vas dire que tu vas aller faire quoi? Non, je ne vais pas aller travailler au champ, je ne vais pas aller faire l'agriculture, je vais aller faire la bourse. Tu rigoles ou quoi? Tu comprends donc comment la bourse fonctionne maintenant? Tu comprends comment les marchés fonctionnent? Les personnes qui gagnent dans ces marchés-là, c'est ceux qui ont créé le système. Et ceux qui arrivent là-dedans ne sont que des pigeons. Et quand il y a comme ça, comme je dis que les marchés sont interconnectés, lorsqu'il y a une crise comme ça sur le pétrole, c'est tous les marchés qui sont bousculés. Donc tu te dois d'être sur les valeurs, les actifs palpables, réels, concrets. Et on se doit aujourd'hui de travailler sur nos marchés. Parce que quand c'est tendu comme ça, il y aura les lois vont encore sortir, durcir, du protectionnisme. Tu ne pourras plus aller peut-être même importer. Si tu importes, les prix seront multipliés même par 20. Ceux qui sont allés faire des commerces, qui sont allés faire les Amazon, qui sont allés faire les dropshipping, qui apportaient les produits moins chers pour créer la déflation, pour détruire l'économie réelle de l'Afrique. Ces personnes vont faire comment? Parce que les prix seront multipliés par 10. Et ils viendront vendre à qui? À quelle population? À la population africaine qui est pauvre, qui n'a pas d'emploi. Est-ce que vous voyez comment est-ce que vous voyez comment le serpent se mord la queue? Le serpent se mord la queue. Voilà comment on crée la pauvreté telle que dans nos pays. Parce qu'on va, c'est-à-dire importer les produits pour venir détruire l'économie, c'est-à-dire que réelle, pour venir détruire la productivité de notre pays. Maintenant, quand il y a inflation, les gens vont faire comment? Le peuple va faire comment? Voilà comment on se retrouve dépendant. Alors je vous exhorte à beaucoup d'humilité, à beaucoup d'intégrité, qu'on se retrousse les manches, que notre développement, notre épanouissement se fera par nous-mêmes. Que si ça doit passer par la sueur qu'on a transpiré, si ça doit passer par le fait qu'on gratte même la terre avec la main, parce que je dis encore que l'agriculture nourricière, c'est de travailler de façon naturelle. L'agriculture nourricière, c'est naturel, c'est pas chimique, c'est pas industriel. Eux, ils vont faire de l'industrie parce qu'ils vont faire des produits dérivés. Tu as vu comme le pétrole est en train de monter là maintenant. Voilà un bel exemple. Tous les céréales, le maïs, le soja, le colza, le tournesol, ils vont aller faire de l'éthanol. Écoute-moi très bien. Ils vont aller faire de l'éthanol pour pouvoir gagner encore plus. Pendant ce temps, ceux qui sont allés faire l'élevage de poulet de chair, l'élevage, ceux qui attendent les céréales pour manger, les humains qui attendent ça ne verront pas les céréales. Voilà comment on crée encore la pénurie et on maintient les peuples dans la famine. Alors que si on était dans la diversification et qu'on ne courait pas sur les marchés,
On était dans l'économie réelle. On produisait et on vendait sur les marchés. C'est pour ça que je vous parle des marchés de proximité. Tu fais ta ferme, tu ne vends pas à plus de 5 km, tu ne vends pas à plus de 10 km. Tu comprends maintenant pourquoi? Tu ne vends pas à plus de 10 km. Tu laisses même que c'est les personnes qui viennent récolter dans ta ferme afin de réduire le coût de production sur le pétrole. Quand tu fais, c'est-à-dire que dans la permaculture, diversification de culture, pas de chimie, pas de pétrole, pas d'engins lourds, pas de gros engins. Tu travailles beaucoup plus à la nature. Tu laisses la nature faire. Tu diversifies. C'est pour lutter contre ça, en fait. Qu'on se retire de la chimie, du pétrole, parce que ça nous rend dépendants et ça casse plusieurs business. Il y a des personnes qui sont allées entreprendre, qui sont allées investir des centaines de millions. Certains les milliards pour faire des fermes gigantesques, mais qui vont déposer bilan à cause de ces crises-là. Crise énergétique. Chers amis, ce que je partage ici, c'est des pépites rares. Et si je prends mon temps, c'est parce que je me dis, je suis en mission. C'est mon devoir. Je sais que des vidéos comme ça, on ne vient pas faire des vidéos comme ça pour avoir des centaines de millions de vues. Non. Mais c'est la pédagogie. Je prends mon temps pour la pédagogie. Ne me demandez pas de vous faire des vidéos de 2 secondes, 3 secondes. Parce que là-dessus, je ne viens pas pour le nombre de vues. Je viens parce que j'ai un message à donner. Et ce message est en train de passer. Allons produire les produits du terroir. Consommons local. Produisons ce que nous consommons. Produisons pour le marché interne. Acceptons, c'est-à-dire que la résilience, de travailler, de transpirer. Et c'est en transpirant que l'inspiration nous viendra. Qu'on saura innover maintenant. Je ne suis pas contre l'innovation. Mais faites attention. Quand l'innovation que tu utilises, tu dépends de quelqu'un d'autre. Et comme nous sommes dans un monde de rapports de force, la personne va toujours t'imposer, c'est-à-dire que ses règles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as compris ça, tu as compris comment le monde fonctionne. Donc voilà ce que je voulais partager. J'attends aussi ton avis dans les commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.